d'en parler maintenant avec vous, Pascal Luciani-Boyer. Et merci encore d'être là parce que voilà, tout à l'heure, il y a plein de gens qui ont fait l'effort de venir. Tout à l'heure, on avait le président du conseil départemental. Bon, il y a un peu une période d'élection. Jean-Luc Bella qui descend de l'avion. Vous avez tous des agendas, vous êtes tous là pour parler de ça. Et vous étiez entre autres cette semaine à la COP 21. Vous participez aussi au Conseil national du numérique. Vous êtes élu local. Et vous êtes là pour nous parler de ce mix, si je puis dire, entre le numérique et la transition énergétique. Alors c'est effectivement la commande que vous m'avez confiée. Donc je vais essayer de vous faire sentir en quoi les deux sont liés. Peut-être que vous avez omis ici dans cette instance une caractéristique importante, c'est que je suis chef d'entreprise. Bien sûr. Je suis, et comme beaucoup ici, je l'ai entendu, je suis chef d'entreprise et c'est aussi dans le sujet du numérique que mon entreprise travaille. Alors, je vais essayer de vous amener d'abord sur un raisonnement, puis après sur des exemples. Alors, je ne sais pas si on voit. Non. Peut-être pas. Ah, voilà. Ça y est. Voilà. Alors, je me lève. Je ne sais pas si vous reconnaissez cette image que je me suis proposé de prendre pour illustrer mon premier propos. Cette image, c'est la jamais contente. Donc vous remarquerez que ça n'est pas une femme. La jamais contente, c'est la première voiture qui va passer les 100 km/h. On est en 1899, si je ne me trompe pas, pour les connaisseurs. Voilà, je vois qu'il y en a qui hochent la tête. C'est la première voiture qui va passer les 100 km/h. Et pourtant, à l'époque, c'est une voiture électrique. On est aujourd'hui, comme vous venez de le rappeler, en pleine réflexion dans le monde entier, et notamment à Paris, au Bourget tout particulièrement, pour réfléchir à cette fameuse transition énergétique. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Comment est-ce que l'on va préserver ce que nous avons en partage, qui est cette terre unique, jusqu'à preuve du contraire, pour pouvoir y vivre? Et en même temps, on se rend compte qu'en 1899, il y avait une technologie, une technique qui existait, qui a amené la voiture la plus puissante de l'époque. Elle est électrique. On va faire des choix. On va faire des choix en fonction des techniques ou des technologies qui sont présentes. Les unes et les autres ne sont pas abouties. La problématique de l'électricité pose beaucoup de problèmes de stockage, on le sait tous. La problématique à l'époque également de l'énergie carbone en pose d'autres. On fait des choix. Et cette image, c'est pour illustrer que ça n'est pas la technique ou les technologies qui vont changer le monde dans lequel nous sommes, mais c'est bien les choix que nous allons faire, de les utiliser ou non, et de la manière dont nous allons les utiliser ou non, qui va impacter notre futur. Et bien, à partir de cette image-là, je pense qu'on peut réfléchir à comment est-ce que ces deux transitions et mutations, la transition énergétique et la mutation numérique, se retrouvent. Une image que l'on voit, qui est celle de la complexité à trouver le chemin d'une ambition qui est posée pourtant dans l'environnement. Il y a un enjeu qui est fixe, qui est posé, qui est celui de diminuer notre impact sur la planète. L'enjeu est fixé, le chemin pour y parvenir reste très aléatoire, on le voit encore aujourd'hui dans les négociations. De l'autre côté, lorsqu'on regarde le numérique, on a l'inverse. On a des moyens qui sont déployés depuis quelques années déjà. On manque d'objectifs pour y attacher l'ensemble de ces moyens. À quoi ça sert? Pourquoi faire? Pourquoi faire? On doit se le poser dans l'environnement économique que nous avons en partage ici. Est-ce que c'est un levier économique? Est-ce que c'est un centre de coût? Est-ce que je vais faire plus d'export avec le numérique? Est-ce que je vais mieux rationaliser? Ce sont des objectifs qui ne sont pas encore complètement définis dans tous les champs. En tout cas, on y met des moyens et souvent, on a omis d'y mettre un objectif derrière. Eh bien, les deux se convergent parce qu'ils ont l'un les moyens sans objectif, l'autre l'objectif sans les moyens. Il y avait matière à se poser la question de ce qu'on allait faire ensemble sur ces deux sujets. Alors, lorsqu'on parle de numérique, très rapidement, on va regarder aussi bien du point de vue du décideur politique ou économique que nous sommes, on va regarder et analyser le fait en trois grandes parties. Il y a eu trois grandes évolutions dans le monde du numérique. Il y a eu ce qu'on a appelé les NTIC, puis les TIC et puis le numérique. Mais ce qui a été véritablement transformateur, mutationnel, et je vais y venir, ce n'est pas la technique, c'est ce qu'on en a fait. Et l'on voit bien dans cette illustration que dans un cas, on a fait comme d'habitude. J'ai beaucoup aimé votre réflexion.
On a fait comme d'habitude, mais on a mis des moyens numériques, ça a coûté très cher. La première période du numérique, c'est un centre de coût. Vous l'avez peut-être vu dans vos entreprises, vous l'avez peut-être vu en tant que salarié ou chef d'entreprise ou même acteur du secteur public. Au début du numérique, c'était très cher. Et tout le monde disait, mais à quoi ça va bien nous servir? Oui, on va y aller, mais ça nous coûte cher. Et puis ensuite, on l'a utilisé autrement. On l'a utilisé autrement pour ramener de l'information, c'est ce que vous avez dans ce schéma. Et puis ensuite, on a également été sur d'autres sujets de mutation qu'on va échanger plus d'informations, c'est cette transversalité. Eh bien, en réalité, lorsqu'on utilise le numérique différemment, on va y trouver non plus des contraintes de coût, mais des leviers de croissance. Et ça s'appelle l'évolution. Mais l'évolution au sens du vivant, l'évolution au sens darwinien du terme. Il se trouve que je suis chef d'entreprise dans le numérique, mais je suis biologiste au départ. Alors j'aime bien prendre des images de la biologie parce que ce sont des images du vivant. Et nos entreprises, nos écosystèmes, j'entendais tout à l'heure à la première table ronde, les écosystèmes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des hommes, des femmes, des entités, des lieux qui échangent, qui collaborent et qui construisent et qui s'arrangent pour exister demain et être plus grands et prospérer demain. Eh bien, nous sommes, nous, population, des écosystèmes, et lorsque le monde du vivant il évolue pourquoi? Il n'évolue pas pour se faire plaisir, il évolue pour pouvoir perdurer. Et il évolue sous des contraintes, ce qu'on appelle des contraintes, des pressions, je préfère le terme pression, des pressions qui sont environnementales, on vient d'en parler, c'est le sujet qu'on évoque depuis une semaine au Bourget. Ce sont aussi des contraintes qui sont liées au numérique. Le numérique a aussi apporté des contraintes avant de se révéler être levier. Et puis il y a une contrainte qu'on a tous en partage aussi, qui est celle de la pénurie économique. C'est une contrainte que de faire à budget restreint mieux qu'hier, c'est une contrainte. Donc ces trois contraintes obligent un système que nous avons, qui s'appelle un écosystème, à évoluer et à trouver de nouvelles façons de travailler et de mettre en synergie plusieurs thématiques et plusieurs aspects. La transition énergétique, la mutation numérique sont des acteurs de changement dans une logique de mutation des modèles. Ça a été évoqué tout à l'heure, et je crois que ce sera également sur les prochaines interventions, les changements de modèles. Quand on parle d'évolution, on parle de changement et de changement profond de modèles. Le numérique n'a pas que été un outil, comme je le mettais tout à l'heure avec la Jamais Contente. C'est une mutation profonde de notre manière d'agir, et on va le rencontrer dans nos modèles économiques. Je crois qu'il y a une intervention de Hubert tout à l'heure. C'est une transformation du modèle économique, c'est une mutation de nos modèles économiques. Mais nous avons de la même façon des modèles sociétaux qui sont en train d'évoluer, des modèles managériaux qui sont en train d'évoluer, ça vient d'être évoqué, des modèles de financement qui évoluent. Le crowdfunding est un modèle de financement qui est lié aussi à ces capacités, à ces contraintes ou ces leviers, on l'appelle comme on veut, que le numérique ont imposé ou ont permis de faire émerger. Donc cette évolution, elle est dans tous les secteurs et elle touche aussi la manière dont dont les entreprises, dont les salariés, dont nous tous, qui étions représentants du secteur économique, allons nous approprier ces trois contraintes que je viens d'évoquer. Ce sont ces transitions qu'on va appeler des transitions au carré. Elles sont au carré parce qu'elles intègrent et les problématiques environnementales et les problématiques numériques et qu'elles nous amènent à faire autrement et à trouver des leviers, non pas des contraintes de coût, mais des leviers de croissance sur ce qui aurait pu apparaître comme étant des contraintes de coût. Je reviens sur mon exemple. Au départ, on a dit le numérique, ça coûte cher. Puis après, on s'est dit, levier de croissance. Les contraintes écologiques aujourd'hui sont perçues de la même façon. Ça coûte cher. Ça coûte cher de se mettre en conformité. Mais le sujet n'est pas de se mettre en conformité et de trouver comment la responsabilité de nos entreprises à une problématique qui est mondiale, qui est aussi sur notre territoire, peut être levier de croissance. C'est comme cela qu'il faut se poser la question et on peut y trouver des réponses en le jumelant avec le numérique. Alors, il se trouve qu'effectivement, j'ai écrit un livre qui reprend un certain nombre de chantiers sur les mutations numériques et il y a tout un chapitre sur les transitions écologiques dessus. Dans le monde économique, il y a aussi de l'open innovation. Alors, comment est-ce qu'on fait de la croissance? Comment est-ce qu'on augmente notre chiffre d'affaires? Comment est-ce que là, on a un levier économique lorsqu'on s'engage dans une réflexion écologique? J'ai
quelques exemples à partager avec vous. Un qui a été évoqué, qui est plutôt assez bien connu ou de mieux en mieux connu, c'est celui du télétravail, c'est celui du coworking aussi. Allons un petit peu plus loin. Bien sûr que ça diminue les déplacements pendulaires de nos salariés ou des salariés tous les matins pour aller sur le lieu de travail. Donc on peut considérer qu'à ce titre, ça diminue l'impact carbone. Quelque part, ça peut coûter moins cher à l'entreprise si tant est qu'elle prend en considération ce phénomène comme levier économique. Donc si on garde le même bureau vide en permanence alors qu'on a un collaborateur qui n'y est que la moitié du temps, c'est vrai qu'on ne va pas faire d'économie. En revanche, si on change de modèle et qu'on réfléchit comment le fait d'impacter différemment en consommation carbone avec les échanges pendulaires, comment est-ce que l'on impacte l'entreprise grâce à cette nouvelle façon de travailler, là, on va faire des économies. Et là, on va pouvoir aller vers un autre modèle qui est celui de la recherche, de la mutualisation de nos bureaux. Nous avons dans des entreprises certains bureaux qui sont vacants et qui restent vacants. Eh bien, tout ce qu'on voit arriver, les tiers-lieux, qui ne sont pas que des lieux où on se rencontre, ne sont pas que des Fab Labs, ça a été évoqué aussi, ce sont des lieux qui permettent de mutualiser, de mettre en commun et donc de diminuer le coût immobilier qui, en Île-de-France, vous le partagerez avec moi, n'est pas anodin. Voilà une source d'économie et en même temps qu'une réponse écologique. Autre chose qui est également liée au monde du vivant, quand on est dans le monde du vivant, on parle de métabolisme. Comment on crée quelque chose à partir d'ingrédients initiaux. C'est comme ça qu'on crée, c'est comme ça que nous fonctionnons, nous, êtres humains. Eh bien, nos entreprises, elles fonctionnent pareil. Elles attrapent des matières premières, des services, elles le traduisent en autre chose, dans un produit ou dans d'autres services. C'est un métabolisme. Et comme dans tout métabolisme, il y a des rejets, il y a des rebuts, il y a des déchets. Aujourd'hui, nos déchets, pour un certain nombre d'entre eux, nos déchets, ça nous coûte cher. Ça nous coûte cher, il faut les faire enlever, il faut les faire transporter, il faut parfois les faire incinérer. Nos déchets, dans le monde économique, encore aujourd'hui, nous coûtent cher. Alors même que quand on couple cette mutation écologique et numérique, c'est-à-dire qu'on met en réseau des structures ou des gens qui étaient plus difficilement mettables en réseau, quand on travaille plus sur de la transversalité, sur ce tous pour tous qui était sur le schéma précédent, eh bien, on va être capable de regarder si mon déchet n'est pas une matière première pour une autre structure, de préférence à proximité. Parce que sinon, on réimpacte en carbone et en impact carbone dans les transports. Mais ça, c'est une logique que nos entreprises commencent à développer. Comment est-ce que nous pouvons trouver à valoriser ce que nous appelions précédemment nos déchets? Plutôt que de payer pour qu'on vienne me le chercher, je vais être payé pour qu'on réutilise ce qui est aujourd'hui un déchet. Là aussi, on va retrouver des sources et des réflexions de croissance que le numérique et que cette mise en réseau va pouvoir permettre. Et on est toujours dans le sujet économique et écologique. Un dernier exemple, qui est celui vraiment de l'énergie, puisque vous m'aviez interrogé là-dessus. Celui de l'énergie, c'est Rifkin qui en a parlé il y a très longtemps, mais c'est aussi aujourd'hui tellement à l'ordre du jour de nos réflexions communes. C'est comment est-ce que demain, nous, les entreprises, mais les individus, les particuliers également, comment est-ce que nous allons pouvoir autogénérer un certain nombre de nos besoins énergétiques? Nous pouvons le faire, les techniques sont de plus en plus avancées pour pouvoir le faire, donc on rentre dans une réflexion de production énergétique, mais le problème de la production énergétique, c'est que soit on n'en a jamais assez, quand on a un trou, qu'est-ce qu'on fait? Puis soit on en a trop, comment on fait aussi, et où est-ce qu'il part? Eh bien, dans un monde numérique où les individus sont connectés les uns aux autres, bien quand votre usine ou votre entreprise en produit trop, elle le passe au voisin qui, lui, en a besoin. Et puis quand vous n'êtes plus dans votre entreprise ou que l'usine ne fonctionne pas mais qu'elle continue à produire, elle le passe aussi au voisin. Et de proche en proche, c'est l'intelligence des réseaux, c'est la puissance des réseaux numériques. De proche en proche, on peut mettre en synergie des micro-productions qui deviennent des réponses collectives sur des bassins de vie. Et là, on est vraiment sur du territorial, on est vraiment sur des structures de réflexion géolocalisées sur ces impacts doubles que sont l'économie et l'écologie. Voilà quelques exemples
qui, j'espère, pourront démontrer que l'on peut faire de ce que l'on vit parfois comme d'une contrainte, la réglementation ou l'incitation à faire en fonction de la préservation de ce que nous avons en commun. Comment est-ce que l'on peut le traduire en puissance économique? Comment est-ce que ça devient un levier? Ça veut dire qu'on change nos modèles, ça veut dire qu'on change notre manière de travailler, qu'on change peut-être nos modèles économiques, que l'on réfléchit autrement. Et on parlait tout à l'heure des startups et de cette jeunesse. Je voudrais aussi conforter et apporter le témoignage qui a été évoqué tout à l'heure. Cette jeunesse qui réfléchit à comment demain être entrepreneur. Il y a 5 ans, ils étaient très peu nombreux. Aujourd'hui, j'entends de plus en plus, et vous en avez tous attesté, ils sont très nombreux. Mais parce qu'ils regardent les choses un peu comme on vient de le voir ensemble. Ils mélangent dans leur réflexion, de manière transversale, un certain nombre de sujets. Ce sont des boîtes à idées les uns avec les autres pour pouvoir apporter des solutions auxquelles peut-être nous n'avions pas pensé. Cette jeunesse aujourd'hui, elle est porteuse d'espoir. Elle installe ses entreprises en France, elle installe ses entreprises en Essonne, certainement aussi pour beaucoup d'entre elles, mais elles ont comme horizon le monde. Et ce que nous a apporté le numérique, c'est aussi de ne plus être contraint dans un marché géolocalisé, de ne plus être contraint sur une terre ou en tout cas sur un périmètre administratif ou géographique. C'est qu'aujourd'hui, la plupart de nos structures qui se montent ont tout de suite comme ambition d'aller chercher le monde comme marché. Et ça, c'est une grande révolution. C'est également une mutation dans la réflexion que nos aînés et que nous avions moins, que cette jeunesse apporte et qui est très attachée à ce sujet du respect environnemental en même temps que celui de la juste utilisation des outils numériques. Je vous remercie. Merci beaucoup.